La vie, c'est pas un chemin que tu peux écrire. C'est comme dans le monde du documentaire où on veut de plus en plus tout avoir écrit avant. Mais c'est justement l'opposé de la fiction. C'est le documentaire. C'est Marianne qui m'a enseigné ça. Fais confiance à la vie. La vie est tellement riche que de toute façon, elle te donnera tout ce qu'il faut pour. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Toutes les explications sur cette action sont sur storylific.com. Réalisatrice, photographe, exploratrice, conférencière et ingénieure en construction hydraulique, Caroline Riegel est membre de la Société des explorateurs. Elle est remontée à pied en France depuis le Gabon, où elle travaillait sur un barrage. Elle a aussi traversé l'Asie, du lac Baïkal au Bengale, au fil de l'eau, seule, durant 2 années, avec chevaux, ânes, bicyclettes ou chameaux. Lors d'autres voyages encore, elle a tissé des liens uniques avec des nonnes bouddhistes du Zanskar, ce coin très reculé du Ladakh, tout là-bas sur les contreforts himalayens. De ses aventures, elle a tiré plusieurs livres au titre évocateur, Soif d'Orient, Méandres d'Asie, Éclat de cristal, ainsi que des films documentaires multiprimés dont notamment Semeuse de joie, Zanskar, Les promesses de l'hiver. Bref, nous avons ici ce jour avec nous une aventurière aguerrie qui a l'art de partager ses émerveillements et nous invite à nous poser des questions d'une belle profondeur. Je la reçois après avoir lu son dernier livre, Une histoire des grandes exploratrices, un hymne à celles dont l'histoire a à peine retenu le nom et qui pourtant ont largement de quoi nous épater. Un épisode, c'est trop court pour retracer tout ce formidable parcours, mais on va tout de même évoquer ses grands voyages, la plus marquante de ses rencontres, et on va parler du bonheur, tout simplement. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Caroline Riegel. Bonjour Anne. Ah ouais, ça fait très plaisir de parler avec toi. Vraiment, je me suis réjouie. J'ai fait des petits bonds partout en sachant que ça allait se mettre parce que, voilà, comme je te le disais en off avant, je te suis sans savoir que c'était toi depuis longtemps. Ton documentaire sur le Zanskar m'était vraiment resté en tête. Et donc ici, quand j'ai vu ton livre sur l'histoire des grandes exploratrices, je me suis dit c'est une belle occasion de pouvoir parler ensemble de ton parcours, que je vais résumer en intro. J'ai pas encore fait l'intro, mais donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si toi, tu devais te présenter de la manière dont tu aimerais qu'on te présente, loin des titres, des exploits, des ceci, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ? Est-ce que j'ai droit à des jokers ? Mais bien sûr. Je crois que c'est la question que j'aime le moins. Présente-toi. Eh bien, alors, ne te présente pas, je le ferai pour toi. On peut parler, en tout cas, je pense, voilà, tu as aussi bien l'aspect ingénieur que, quelque part, des intérêts d'anthropologue, certainement un intérêt pour l'aspect philosophique de la vie aussi. Moi, c'est vrai que c'est vrai qu'ingénieur, la société des explorateurs, etc., ça fait déjà rêver en soi. Et moi, c'est ton parcours humain qui m'intéresse beaucoup. D'abord, ça a commencé par l'eau, puisque c'était ta spécialité en tant qu'ingénieur. Là, tu vas pouvoir me rappeler ton titre complet, ça, c'est pas trop gênant. Non, ça va. Non, mais c'est effectivement ça, multiple.
Ingénieur en construction hydraulique. Je travaille sur des Voilà. projets, des chantiers de barrages hydroélectriques. Pas forcément toujours, mais souvent c'est hydroélectrique quand même. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui a un peu démarré, on va dire, tes premiers voyages ou il y a déjà Non. eu avant? Non, en fait, souvent on me dit oui que c'est mon métier qui m'a amené à, mais c'est pas vrai. L'envie de voyage, l'envie de la curiosité, ça c'était déjà là. Et c'est ce qui fait que dans mon boulot, je me suis retrouvée en fait à travailler sur des chantiers parce que j'aspirais à cette immersion, à cette Ah voilà. découverte. En revanche, le fil conducteur de l'eau sur mon voyage, c'était vraiment pour faire le lien entre mon travail, effectivement, et ce voyage, quoi. J'ai assez souvent besoin de faire des liens, de mettre du sens, de trouver une raison, de ne pas faire juste voilà, les choses à droite puis à gauche. Donc, c'était vraiment pour faire le lien, ouais. Oui, d'accord. C'est ça, donc c'est ça. De la poule et de l'œuf, voilà, on a trouvé qui était le premier de ce côté-là. Les voyages, en fait, je t'ai entendu dire quelque part, je ne sais plus où, que c'était plutôt le Pérou qui avait commencé à révéler cette passion et la marche, non? Avec tes parents? Alors, j- quand j'étais vraiment jeune, je ne me souviens plus à quel moment. Je sais que j'ai un jour demandé à ma maman, et pourtant je lisais pas tous les livres Jules Verne, machin truc. J'étais pas. Mais j'ai demandé à ma maman, c'est quoi un métier en voyage? Elle m'avait dit ambassadeur. Je n'ai pas tout à fait l'étoffe d'un ambassadeur. Euh, mais je pense qu'il y avait quand même vraiment en moi assez petite cette envie, cette curiosité. Et j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont fait découvrir d'abord les choses autour de chez moi. Mais on partait avec la caravane, donc en mode assez découverte, on bouge et c'était pas la plage. Et la plage, on y restait une demi-heure. Hein. C'était pas ça qui comptait. Il fallait voir les trucs d'histoire, il fallait comprendre, il fallait découvrir. J'ai quand même été, c'est vrai, biberonnée comme ça. Mais malgré tout, mon frère et sœur aussi, donc même s'ils aiment voyager, ils ne sont pas allés aussi loin, je pense, dans cette quête d'horizon, dans cette quête voilà, de diversité, de différence, de culture, d'autres, d'un ailleurs, d'un autre, etc., quoi. Et je pense qu'après, euh, il y a eu un petit déclic qui a été le tour des Annapurna que j'ai fait à la marche, en marchant avec ma maman. Et effectivement, j'ai eu j'ai ressenti quelque chose de très profond dans la marche sur le long terme. Et c'est là déjà que j'ai eu cette notion de temps, cette notion très très importante du temps, et que j'ai ressenti quelque chose de très fort dans le fait de prendre son temps et dans le fait de marcher longtemps. Parce que vraiment, au fur et à mesure, je sentais un ancrage dans l'instant, je sentais quelque chose effectivement qui me séduisait beaucoup plus que la consommation touristique, qui m'a jamais finalement vraiment vraiment séduite et que j'ai jamais vraiment trop pratiqué en fait, quoi. Mais Mhm. même dans mon travail, je n'aime pas rester dans un bureau. Mais je n'aime pas non plus prendre l'avion toutes les semaines pour aller à un endroit à un autre. J'aime l'immersion, j'aime prendre le temps quelque part, les 4 saisons, apprendre à connaître. J'aime ça en fait, naturellement. Et ça, je le vois dans tous les aspects. Donc il n'y a pas quelque chose qui a vraiment nourri, c'est naturellement dans toutes mes expériences que j'ai bien senti que c'était ça qui faisait vraiment plus de sens pour moi. Et tout a nourri tout en fait, quoi. Tout s'est Mhm. un peu inspiré de tout dans mon parcours, en fait. Pour moi aussi, c'est un truc qui m'affole toujours, c'est cette absence de temps humain, tout simplement. Je dis, mais le rythme humain, c'était pendant des milliers, millions d'années, c'était la marche, c'était le vélo maximum. Pour moi, c'est encore un voyage, mais plus que ça, je trouve qu'on passe à côté de tellement de choses. Pour moi, la marche est quelque chose, oui, déjà pour regarder, déjà pour respirer, mais pour rencontrer aussi. On est plus facile à aborder si on marche que si on passe à toute vitesse, évidemment. Mais je crois qu'il y a un enjeu majeur dans cette notion du temps, parce qu'en fait, moi ça, enfin là, je fais un immense raccourci, mais c'est vraiment ce que j'ai compris en côtoyant mes amies nonnes, justement, et en voyant les choses s'accélérer chez elles, et en comprenant à quel point elles avaient une intelligence collective. Mais comme plein d'autres ailleurs, nous en avons plein ici. Une association est une intelligence collective, la démocratie est une forme d'intelligence collective à plus large échelle, etc. Mais j'ai compris qu'en fait, l'intelligence collective, c'était vraiment quelque chose qui a besoin d'un certain niveau de temps parce que tu vas écouter, chacun a une voix. Et écouter la voix de chacun, ça prend un temps, ce qui est pas totalement compressible, hein, je veux dire. Et donc,
le fait que les choses changent n'est pas un problème, c'est inhérent à la vie. Dans le bouddhisme, l'impermanence est un fondement bouddhiste, donc il ne s'agit pas de lutter contre le fait que les choses changent. Mais il s'agit de faire attention parce que quand les choses s'accélèrent, et ça c'est nous sommes responsables, ou plutôt nos systèmes, le système en place est responsable de cette accélération, et ça c'est une minorité de gens qui le décident et qui le gèrent. Hein. Ça, par contre, ça met les minorités souvent complètement à mal, et ça met nos intelligences collectives en péril, parce qu'on n'a plus ce temps, on est sous pression, on n'a plus ce temps pour fonctionner de manière collective, et là, on a vraiment tout à perdre. Là, ça devient extrêmement impactant. Oui. Ah, mais tellement d'accord. Mais c'est marrant, hein, je disais vraiment, le documentaire sur le Zanskar m'était resté, et parfois, justement, quand la vie était hyper stressante, je disais, mais purée, pour être polie, mais qu'est-ce que j'aimerais être coincée dans ce petit village du Zanskar en hiver, où tu sais rien faire, et juste économiser et être avec les autres, quoi. C'est resté pour moi une image... Elle est faussement idyllique parce que parce que c'est dur la vie là-bas, j'en suis très consciente. Rien n'est gratuit. Enfin, je veux dire, Oui. rien n'est. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça fonctionne nulle part comme ça. Et il ne faut rien idéaliser. Sinon, tu appauvris en fait la réalité. Et appauvrir la réalité, c'est pas très bon non plus. Hein. Donc, c'est la complexité du monde qu'il faut comprendre. D'où l'intérêt, effectivement, de sortir de chez soi. Non pas pour consommer, non pas parce que c'est pas parce qu'on est allé à l'autre bout du monde qu'on aura forcément mieux grandi en humanité, c'est pas forcément vrai. Mais si on se frotte à cette complexité du monde, si on veut bien faire les efforts pour la comprendre, parce que c'est ça qui est dur, c'est beaucoup plus facile d'appauvrir, d'idéaliser, d'appauvrir sa compréhension des choses, mais c'est comme ça que les choses se clivent. Et c'est comme ça qu'après, il n'y a plus de moyens de communication, il n'y a plus de liens possibles pour tisser des amitiés au-delà de nos différences. Donc cette complexité du monde, elle est essentielle en fait. Et après, elle dit qu'elle n'avait pas l'étoffe pour être un ambassadeur, mais... Ambassadeur, c'est encore autre chose. Hein. Il faut savoir dire les choses comme ça et pas comme ça. Ah d'accord, oui, la compréhension est là, mais c'est le gant de velours qui est un petit peu un peu paumé en chemin, peut-être. Ouais, non, c'est diplomate. C'est tout à fait exact. Moi, j'ai fait la littérature plutôt, et mon travail de fin d'études, mon mémoire, c'était sur Robinson Crusoe. Et ce qui m'a pas le plus passionné, c'est le regard sur l'autre, tu vois, qu'on idéalise ou qu'on démonise, mais qu'on ne rencontre jamais vraiment, sauf si on prend le temps. Voilà, mais c'était déjà des réflexes, ça m'a complètement sidérée de savoir qu'effectivement, la rencontre avec l'autre, c'est si difficile. Et c'est toute une démarche intellectuelle qui, à mon avis, te parle aussi, parce que c'est pas pour rien qu'on fait de l'immersion et qu'on reste avec ces nonnes que tu as rencontrées alors quand tu avais fait ton voyage Baïkal-Bengale. Oui. Voilà. On va peut-être du coup parler de celui-là. Donc, il y en avait eu un autre avant, c'était... c'est difficile de savoir de quoi parler, hein, il y a tellement de choses. Donc le premier grand voyage, c'était après un chantier au Gabon, si je ne me trompe pas, où pour le clôturer, tu as ressenti le besoin de marcher jusqu'en France, hein, c'est ça ? En fait, je préparais déjà mon voyage de 2 ans quand j'étais au Gabon. Mais la première immersion, parce que j'ai fait un double diplôme en Allemagne, j'ai passé une année aux États-Unis, j'ai travaillé. Donc là, je suis dans d'autres cultures, à minima d'autres langues. Mais ça reste des cultures cousines, ça reste des cultures, on est quand même dans un même, on est quand même dans un moule, relativement cousin, je ne sais pas, relativement proche quand même. Et c'est vraiment au Gabon que j'ai vécu, par contre, un dépaysement total, un déracinement assez fort, parce que j'étais en pleine forêt vierge, j'en ai écrit un livre. Non pas que je voulais l'écrire, que j'avais l'intention mais parce qu'à un moment, ça a jailli, c'est sorti, Donc là, j'ai vraiment vécu une année assez marquante. Et à la fin, j'ai dit, je venais vraiment de passer une année en pleine forêt vierge, j'avais pas Internet, j'avais pas de téléphone à l'époque, hein, donc je me voyais pas sortir, prendre l'avion et rentrer comme ça, quoi. Je sentais bien que ça aurait été trop brutal, et en fait, cette brutalité, quand on parle des changements de l'accélération, je pense que je le ressentais déjà finalement, quoi. Et donc j'ai dit niet, j'ai dit ok, écoutez, je prends 2 mois, là je rentre par les transports en commun, ça me fait un sas, quoi. Et ce voyage, d'une certaine manière, me préparait, j'avais déjà en tête, j'étais déjà en train d'ailleurs je savais que je m'arrêtais après chantier, parce que j'allais faire mon voyage de 2 ans, qui était mon grand rêve, etc., que j'avais pris longtemps pour construire. Et donc cette remontée africaine, ça me préparait sous différentes formes, quoi. Et c'était déjà une manière de tester, d'être sur le chemin. Et donc après, j'ai fait le grand saut et je suis partie effectivement pour 2 ans sur les routes d'Asie, quoi.
C'est merveilleux d'entendre quelqu'un qui dit qu'elle a fait le grand saut alors qu'elle a déjà passé un an en forêt vierge, oui. C'était déjà pas Mais mal c'est un en cadre soi. professionnel. Oui, Donc bien sûr. ça reste... Il y a d'une certaine manière une certaine forme à la fois de filet, à la fois de Oui. contrainte. Hein, il y a les deux. Elle a dû avoir un vécu quand même très intéressant. Je sais Ah pas. oui, oui, non, non. Et puis là, ce qui est fou, c'est que là, actuellement, je suis au Gabon. Et je suis Ah, dans cette même forêt des monts de cristal, là où j'étais il y a 22 ans. ah d'accord, là tu es Ouais, au Gabon? ouais. Enfin là, je suis à la maison, mais chez Ah, moi, parce oui. que mais je repars mercredi matin à 4 heures du matin, là. Ah, excellent. Donc, et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un hasard de choses que je me retrouve sur un chantier de barrage, juste en aval de celui sur lequel j'avais travaillé à l'époque, mais dans cette même forêt des monts de cristal. Et c'est nul doute que j'écrirai une suite parce que c'est toujours aussi incroyable, en fait, c'est rocambolesque, quoi. On est c'est le privilège de vivre en pleine forêt vierge, une des forêts vierges les plus riches au monde sur plein d'aspects, et en même temps, voilà, dans un pays assez particulier, le Gabon. Tu as une carte postale du Gabon pour nous quand on parle du Gabon et de tes impressions de la forêt vierge, quelle est la première image qui te viendrait à l'esprit? La forêt, c'est un monde qui n'est pas très facile, qui n'est pas très accessible comme ça pour quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est vraiment pas un monde que tu peux pénétrer seul. Je dirais à la rigueur, tu vois, enfin, mon voyage de 2 ans, j'ai pu le faire seul. J'ai traversé une partie des déserts de Gobi, mais c'était jouable. La forêt vierge, tu rentres pas comme ça impunément. Euh, En tout cas, pas de manière longue. Et voilà, c'est vraiment un monde qui est d'une densité. Quand on parle de diversité, je ne connais finalement rien d'aussi riche en termes de diversité que la forêt vierge, quoi. Et ce qui me frappe, moi j'adore m'y retrouver, mais pas être en lisière, pas sur la piste, pas sur le chantier, rentrer dans la forêt, parce que c'est rentrer dans la forêt qui change la donne. Et en fait, je me sens toujours mieux tout d'un coup quand je suis dans la forêt. Parce que tout d'un coup, j'ai le sentiment, et ça, je ne le ressentais pas forcément il y a 22 ans, parce que de toute façon, j'avais une énergie, j'avais peut-être moins une sensibilité, et puis là, j'ai une expérience d'il y a 22 ans, justement, que j'ai, en écrivant, approfondie aussi. Et en fait, c'est une vitalité poussée à l'extrême que je ressens, et qui me recharge, en fait, dont j'ai le sentiment de me recharger. C'est aussi un monde très rude, la forêt, mais c'est ouais, un concentré de vie, une densité de vitalité qui est hallucinante, en fait. Hmm. À tout point de vue, hein, je veux dire, c'est de toute la forme c'est dense, on n'y voit rien, on est là entouré d'arbres c'est pas grandiose à voir en termes de paysage parce qu'on est dedans, on voit rien, hein, genre, on a des arbres, des arbres, des arbres, mais quand on regarde, c'est tout d'un coup, voilà, regarder de nouveau cet infiniment petit, cette diversité de feuilles, de, de, de plantes, de trucs, tout pousse de partout, tous ces arbres, tu as l'impression que c'est que des arbres et que c'est les mêmes arbres de partout, mais non, non, il y a une telle diversité, et du coup, c'est dans les textures, dans les formes, dans les couleurs, dans les odeurs, dans tout, quoi. C'est extraordinaire. Et je parle même pas des animaux, hein. Oui, en plus, oui. Mais les animaux, on les voit les pas beaucoup. insectes. Voilà, les gros animaux, on les voit pas beaucoup. On peut Oui. marcher une journée en forêt et on voit rien. Et c'est déroutant parce qu'on a le livre de la jungle dans la tête, en fait. Donc on est persuadé qu'on va voir un serpent à tous les 10 mètres. Mais pas du tout, pas du tout. Et les animaux sont déjà plus la nuit. Rien que les papillons, 170 000 espèces de papillons, je crois. Mais la 80%, ou je sais plus quel est le pourcentage, c'est énorme. Je dis des chiffres un peu de mémoire, mais sont nocturnes, en fait. Donc c'est vrai que la forêt, elle est vivante de jour et de nuit, mais c'est la nuit qui a tout un monde qui n'est pas... Voilà, et où nous, on sent bien, parce que se retrouver en forêt de nuit, c'est quelque chose, hein. Le noir, il n'y a pas le silence, alors autant... voilà, mais il y a du bruit un bruit de partout qu'on n'identifie pas forcément, etc. Et enfin, là, on n'est vraiment rien, quoi. On est... C'est vrai que j'avais parlé avec un grand reporter que on parlait que c'est l'éléphant de forêt en Afrique Oui. qui souffre le plus, qui est le plus braconné. J'ai dit pourquoi celui-là?
plus difficile à repérer, oui. Mais il dit en plus, mais c'est très très facile pour les braconniers aussi. Tu te Bah rends oui. pas compte. Oui. À 4 mètres, tu trouves plus les gens. Hein. C'est foutu, tu Ouais. les trouveras plus. Même un éléphant à 4 mètres, tu le vois pas. Hein. Donc, Il peut effectivement, rester voir un planqué animal. derrière un arbre et toi tu passes et tu le vois pas, tu le sens, mais tu le vois pas forcément. Mais oui, Mhm. c'est facile à braconner. Il y a 22 ans, je voyais pas les éléphants, mais comme l'endroit où j'étais à l'époque et où je dors actuellement aussi est devenu un parc national, Mhm. bah, on voit quand même voilà, les éléphants, effectivement, je les vois beaucoup, je les vois maintenant, ils viennent manger à côté. Donc les animaux savent hein, quand ils sont dans un univers qui... Et ils sont moins agressifs quand ils sont pas chassés, en fait, aussi. Mhm. C'est vrai qu'il y a pas mal d'accidents avec les éléphants, donc c'est pas les paisibles dont on a l'habitude ici en Europe, enfin dans notre vision, de notre image d'Épinal à nous. Mais oui, donc le livre que tu as écrit là-bas, c'est Éclat de cristal, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin pour l'histoire du Gabon. Et là, on va partir sur ce grand voyage terrestre du Baïkal au Bengale. Là, c'était vraiment un voyage au fil de l'eau, hein, pour rappeler ta vocation maintenant d'ingénieur, mais avec une vision plus poétique, certainement. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce voyage? Pourquoi là-bas? Là, je dirais que c'est vraiment mon voyage initiatique. Voilà, c'est vraiment le voyage. Il y a un avant, un après dans une vie. Je vais très très loin dans la déconstruction de moi-même d'une certaine manière, dans le fait de lâcher le cordon ombilical voilà, qui me tenait, hein, de revenir au bout de 2 ans à nu, totalement à nu. Hein. Alors avec une conscience très aiguisée, une présence à l'instant, à l'autre, etc., très très aiguisée, mais totalement à nu, parce que j'ai défait toutes mes couches, quoi. C'est pas un voyage dont on rentre indemne et dont on se remet comme ça en claquant des doigts, quoi. C'est vraiment un voyage à la Nicolas Bouvier où tu rêves un voyage, tu le construis, mais c'est parce que à la fin tu ne reviens pas comme tu pouvais l'imaginer que vraiment tu as fait un voyage au sens noble du terme, au sens avec un grand V, quoi. Mais j'avais, je pense, vraiment cette volonté de m'affranchir de beaucoup de contraintes, en tout cas, pour prendre le temps, vraiment. C'est ce choix de 2 ans, c'est vraiment ça, prendre le temps et le temps de découvrir le monde, de comprendre le monde. Wow. Et quand je dis comprendre le monde, c'est large, mais c'est effectivement comprendre le monde, comprendre notre humanité, qu'est-ce que c'est, comprendre tout ce que je n'arrivais pas à comprendre, aller voir des choses qui m'émeuvaient tant, c'est certains paysages voilà, des hauts plateaux d'Asie, l'hiver himalayen, c'est des choses, je le vois et ça m'émeut tellement que voilà, j'ai besoin d'y aller, quoi, et j'ai besoin de le vivre. Et j'ai fait ce voyage. Et alors, tu as cherché à rencontrer un certain type de personnes ou tu voyais les rencontres qui se faisaient au fil de ton itinéraire? Non, c'était au fil de l'itinéraire, mais les seules choses que j'ai préparées, justement, c'est l'aspect eau. Parce que ça me passionnait, parce que c'est mon métier, parce que ça a été le fil conducteur du voyage, histoire d'avoir un cap. J'avais aussi compris à quel point, en tant qu'individu, une femme, malgré tout, on te dit c'est dangereux, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais c'est pas une question de danger. C'est une question que tout seul, en tant que femme, mais un homme aussi, hein, mais voilà, en tant que femme, tu as quand même encore l'aspect physique, même si j'étais quand même sacrément en forme à ce moment-là. Je veux dire, on est vulnérable. Et donc, pour être le moins vulnérable possible, il faut savoir qui tu es, pourquoi tu es là et avoir un cap. Et ça, j'avais cette conscience-là, pour ne pas faire de mon voyage, et ça, j'avais vraiment cette conscience avant de partir. Je voulais que ce voyage soit quelque chose qui me rende plus riche, plus forte, au moins plus riche, on va dire, mais pas que ce voyage devienne au fur et à mesure une fuite. Je voulais pas rentrer en détestant tout ce qui m'avait construit, tout ce dont je venais, enfin d'où je venais, quoi. C'était pas le but de ce voyage, c'était vraiment pas ça. Et en fait, l'eau, si tu veux, il y a vraiment 2 choses dans le voyage. La partie immersion, je sais très bien que je ne dois pas préparer les choses justement, de manière trop précise. Je sais que je veux traverser le désert de Gobi, si possible avec des chevaux, avec un chameau. Ça, c'est le cadre, point. Le reste, ça va être sur place. En revanche, tout ce qui est lié à l'eau, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens passionnants, des gens du métier, des gens qui ont quelque chose à m'apporter. Les locaux, si tu veux, ils vont me dire des choses, mais qui peuvent compléter, mais ils n'ont pas leur connaissance, elle n'est pas forcément là de manière scientifique, de manière intellectuelle, etc. Je veux dire,
Et ce volet-là qui m'intéresse parce que je suis ingénieure, parce que ça, je l'ai préparé. J'ai rencontré pas mal d'acteurs de l'eau avant de partir pour essayer d'avoir à minima un contact, parce que je savais que tu ouvres une porte, ça t'en ouvre tout de suite derrière, en règle générale, plusieurs, qui me permettrait de rencontrer sur place quelqu'un, un glaciologue, un environnementaliste, un ingénieur, peu importe, qui me compléterait mon regard justement en immersion, au plus proche des populations locales. Et ça, je l'avais préparé en revanche. Parce que ça, je savais bien qu'en arrivant, je n'allais pas pouvoir toquer comme ça aux portes n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, et qu'il valait mieux avoir voilà, une entrée quelque part. Le reste, c'était le voyage. Donc le reste, c'était, il fallait que j'ai identifié les points noirs ou les points administratifs, les contraintes. Les seules contraintes que j'avais sont effectivement les visas, les frontières, bien identifier ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et puis après, c'était l'aventure. Donc c'était, on verra bien quoi. Yes. Comment je trouve et... Qu'est-ce que tu trouves que les gens devraient savoir sur l'eau et qu'ils ont l'air d'ignorer superbement pour le moment? Oh enfin des choses banales quelque part, hein. L'eau, c'est l'eau c'est la vie. C'est donc même si les choses s'assèchent quelque part, ça retombe en excès ailleurs, hein. Je veux dire, l'eau c'est vraiment un cycle, il y a une quantité définie. Par contre, l'eau, le fait que l'eau ne soit dans ce monde-là pas pour tout le monde, gratuite, accessible, etc., c'est un vrai problème. Et le fait que des entreprises très opportunistes aient mis l'eau en bouteille, aient vendu l'eau, etc., ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on aurait dû défendre de manière beaucoup plus forte et ne pas privatiser ce droit à l'eau, cette distribution de l'eau, cet accès, cette notion d'accès à l'eau. Ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et on n'en a pas tellement confiance. Tellement, moi, la première, hein, je veux dire, quand je fais mon voyage avec les nonnes en Inde, on a consommé des bouteilles d'eau parce qu'il y avait un vrai problème de santé potentiel lié à... Voilà. Mais tout de suite, ça pose des problèmes d'équité, ça divise entre gens qui ont accès et gens qui n'ont pas accès, donc entre riches et pauvres. Ça peut déjà être un angle à travers duquel on peut étudier nos sociétés quelque part. Ouais, et puis après, il y a les conflits, hein. Mais les problèmes de conflits d'eau, c'est des conflits, c'est des sources de conflits énormes en réalité, hein. Parce que c'est l'enjeu majeur. Et il y a des pays, l'Inde a fait pression à l'époque quand il y a eu la division Pakistan-Inde, la séparation. Nehru a joué des robinets qu'il avait à son avantage, puisque l'Indus coule d'abord en Inde avant de couler au Pakistan, mais qu'au Pakistan, ils ont que ça en Inde, au Pakistan, sorti des montagnes. Et donc c'est des moyens de pression énormes en réalité. C'est des armes. Hein. Ouais. Oui, ça me fait penser à certains barrages en Chine. Ouais, c'était intéressant. Alors, de ce long voyage, à plusieurs moyens de déplacement, tu dis, hein, il y a eu chameau, vélo. Comme tu disais, tu en as retiré quelque chose parce que tu t'attendais à en retirer. Mais c'est ça qui a fait que c'était un vrai voyage. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin dans celui-là, c'est pas un livre, c'est 2, je crois, que tu as écrit. Ouais, c'est en 2 tomes, ouais. Voilà, sur ce magnifique voyage. Et donc, c'était la rencontre avec le Zanskar. Est-ce que tu peux nous parler de cette région? Le Zanskar, ceux qui ne la situeraient pas bien. Oui. Ouais, c'est une petite vallée himalayenne qui fait partie du Ladakh, on va dire, qui est une enclave tibétaine dans le nord de l'Inde, donc de culture tibétaine, de langue tibétaine, mais qui fait partie de l'Inde depuis la séparation, hein, depuis la création de l'Inde comme on la connaît. Et puis même avant, c'était une région du Ladakh qui était autonome, qui avait ses rois, etc. Hein, même si ça a été, à certains moments de l'histoire, inclus dans le Grand Tibet, on va dire. Mais voilà, c'est une petite vallée qui a longtemps été assez enclavée, assez un peu isolée, un peu en bout de piste, un peu difficile d'accès selon les saisons. Et une vallée de haute montagne, hein. On est à 3500 mètres d'altitude à minima, donc c'est une vallée de très haute montagne, ouais. Dans l'Himalaya.
Ouais. Dans l'Himalaya, tout Ouais. à fait. Et donc, c'est là que tu as rencontré ces nonnes, ces sœurs de cœur. Tu peux nous parler de cette rencontre? Bah, elle est vraiment hasardeuse, hein. C'est pas une rencontre cherchée, voulue ou préméditée, dans le sens où, je sais pas, parce que je m'intéressais au bouddhisme, j'ai voulu passer du temps avec des nonnes. Non, pas du tout, hein. C'est vraiment un hasard de rencontre, parce que j'arrive aux Zanskars, parce que je veux y passer l'hiver. Moi, ce que je voulais, mon rêve le plus ancré, c'était l'hiver himalayen. Et puis j'avais déjà eu un petit peu de désillusion, hein, où j'avais déjà passé une forme de... Voilà, le stade de l'idéalisation, je l'avais pris frontalement en Mongolie, où j'avais fait pleurer voilà, une amie qui m'avait rejoint pendant un mois quand nous avions le chameau à deux, ce qui donne un avantage sur la bête. Et parce que je voulais absolument qu'on arrive à un monastère, c'était le premier tibétain, j'avais Tintin au Tibet en tête, Dalai Lama, j'imaginais quelque chose, et puis elle était épuisée, alors que moi j'avais une forme, forcément, je veux dire, j'étais... Et je pousse quand même, si, je veux pas qu'on y passe juste à midi, je veux qu'on y dorme, et on est arrivé dans un Far West incroyable, où le moine n'avait qu'une envie, c'était de profiter de nous, d'abuser de nous, ou en tout cas de profiter de nous voilà, sexuellement. Enfin, Mhm. on est arrivé dans où tous mes idéaux ont été cassés, mais en 2 secondes, c'est bon, là, j'avais compris que tout le monde bouddhiste n'était pas forcément voilà, comme le Dalai Lama. Donc en arrivant aux Zanskars, c'est d'abord cet hiver himalayen, c'est d'abord ce privilège, pour moi, occidental. Pour eux, c'est pas un privilège à l'époque, hein, je veux dire, Mhm. mais de vivre un peu hors du temps, voilà, de vivre coupé du monde, parce que je sentais bien il y avait quelque chose là d'essentiel à vivre et à comprendre. Et effectivement, je rencontre ces femmes. Et alors, elles, par contre, dans le genre religieux bouddhiste, hein, du monde tibétain, elles m'ont mais sidérée. Et je me souviens de Mathieu Ricard qui dit, par rapport à ses grands maîtres qu'il a suivis pendant 20 ans, qui sont très grands maîtres, hein, lui qui a côtoyé une élite intellectuelle, scientifique, artistique, par son métier, par ses parents, il avait dit, je veux dire, aucune des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer n'incarnait aussi bien, aussi fortement ses valeurs au quotidien que ces grands maîtres qu'il a choisi de suivre. Et en fait, je me rends compte que j'ai face à moi des femmes qui n'ont reçu quasiment aucune éducation, ni laïque, ni religieuse, qui ont une maîtrise du langage de la joie remarquable, une capacité à vivre en harmonie, et qui incarnent leurs valeurs véritablement, à chaque instant, au quotidien. Et j'ai vécu avec elles, en fait, un hiver, une sorte d'expérience et de bonheur extrêmement intense et extrêmement longue. Et ça laisse pas indemne. Oui, parce qu'effectivement, le bonheur, en général, on a plutôt l'habitude de quelque chose de fugace. Donc, effectivement, comme tu dis, le bonheur long, c'est rare. Donc, ça vaut la peine, effectivement, d'être souligné. Je vais vite intercaler une des questions de ma petite fille, parce que oui, ça a inspiré ma petite fille aussi, la celle de 11 ans. Et je dis une question, et puis, ah non, j'en ai deux. Bon, ok, tu en as deux. On va mettre les deux. Bonjour Caroline. Pourquoi on appelait les nonnes bouddhistes les semeuses de joie? C'est moi qui les ai appelées les semeuses de joie. Parce que, en fait, un peu plus tard, des années plus tard, après les avoir rencontrées, je les emmène découvrir l'Inde, leur pays. Et puis, en fait, je les vois s'émerveiller du monde, s'ouvrir au monde. Je les vois ouais, découvrir cette incroyable diversité du monde. Et par chance, l'Inde offre une sacrée palette de diversité. Et puis, je vois les gens face à elles. Des gens, des centaines, des milliers de gens finalement. Je les ai exposés à des milliers de gens. Et en fait, c'est incroyable parce qu'il se passe, sans aucune exception, toujours quelque chose quand les gens sont face à elles. Et c'est à la fois cette capacité qu'elles ont à regarder les gens sans jugement, à la fois cette maîtrise de ce langage de la joie, le rire qu'elles ont qui permet de... Mais tout ça, en tout cas, va droit au cœur
de l'humanité de celui qu'elles regardent, de celui avec lequel elles échangent. Et c'est ça qu'on voit, et ça s'exprime par de la joie, en fait, qui est manifestée. Parfois, ça a été aussi des larmes, parce que ça remue quelque chose de tellement profond que les gens sont émus aux larmes. Mais c'est un mélange de joie et de quelque chose qui est chamboulé, parce qu'elles sont capables d'aller mettre le doigt au plus beau de nous-mêmes, en fait. Et c'est ça, j'ai vu que c'était des semeuses de joie, quoi. C'était tellement évident que ça m'est venu tout d'un coup au milieu du voyage, je ne sais plus à quel moment. Et puis en fait, c'est devenu le titre du film, et c'est devenu le nom que je leur ai donné. Et tu peux expliquer pour les non-initiés, on va dire, ce concept qui est assez central de la joie, justement, pourquoi ces méditations, cette vie de bouddhisme, on les ont ancrées dans la joie et dans cette diffusion de joie en plus, c'est génial. Alors là, je ne peux pas le dire sur un plan bouddhiste, parce que je ne maîtrise pas forcément en fait voilà, leur philosophie. En revanche, ce que moi je pense aujourd'hui, effectivement, il y a bien deux choses différentes. La joie et le bonheur, c'est pas tout à fait pareil. Le bonheur, c'est un état que l'on arrive à atteindre ou que l'on choisit d'atteindre envers et contre tout. Et pour moi, la joie, c'est un langage. Le rire est un outil, mais la joie, c'est un langage. Et parce que c'est un langage, ça se travaille. Et ça se travaille de manière collective, parce que comme toutes les langues, c'est quelque chose pour communiquer. Donc, c'est dans le collectif que ça se... Et comme elles ont cette capacité cette intelligence collective et cette capacité à imposer dans leur collectif l'harmonie, c'est un travail au quotidien, hein, c'est pas juste par simplicité ou par naïveté en réalité. Mais du coup, elles ont cette capacité aussi à être dans un état de bonheur peut-être plus que d'autres, et dans cet état de bonheur, à pratiquer, littéralement, alors quelle est la poule, quel est l'œuf, hein, mais à pratiquer ce langage de la joie aussi entre elles. Et c'est du coup un langage qu'elles maîtrisent, mais avec une force incroyable, et ce qui leur permet de partager avec toute la générosité qui est une des premières valeurs fondamentales dans le bouddhisme, hein, voilà, ce qui leur permet de partager leur bonheur et d'amener l'autre dans un état de bonheur aussi. Mmh. Si on parle justement de cette maîtrise de la joie qu'elles ont, un moment où elles t'ont vraiment bluffé, ou qu'on puisse comprendre un cas concret pour bien saisir ce que c'est cette joie qu'elles arrivent à vivre et à faire vivre visiblement. Alors, un cas concret, elle me demandait toujours de leur chanter une chanson. Alors moi, je suis pas très très forte, là, je connais pas 36 milliards de chansons par cœur. Mais disons que j'avais réussi à avoir les paroles, et puis en plus à l'époque on n'avait pas internet, hein, pour aller chercher des paroles tout de suite, et je ne connaissais pas de paroles par cœur, et chanter une chanson sans paroles, c'est vite assez inintéressant pour l'autre. Et donc je leur avais chanté Ne me quitte pas de Jacques Brel. Sauf que j'ai pu leur expliquer les paroles. Mais alors c'était excellent, parce que je leur expliquais les paroles et en fait ça les faisait beaucoup rire, parce que les histoires d'amour, ça les fait plus rire qu'autre chose. Et puis en fait, ces femmes prient. Elles prient le matin, elles sont là en train de prier, elles prient pendant des heures. Mais on pourrait penser que la prière, voilà, c'est extrêmement... oula, attention, c'est sérieux. Donc la prière, il faut être sérieux de bout en bout. On est... Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Au moment où elles sont en train de prier, elles y mettent mais alors toute leur intention, et pour avoir passé des heures et des heures et des heures à prier avec elles. C'est bien ça que j'ai ressenti, et que j'ai ressenti de manière collective. Mais la prière s'arrête, c'est la pause. Instantanément, elle se marre. Et elle se marre quand je leur avais appris Ne me quitte pas, parce que du coup, il y en a une qui sort parce qu'il faut qu'elle aille chercher le thé. Donc elles étaient toutes là en train de faire Ne me quitte pas, parce qu'elles avaient bien compris la signification. Mais c'est extraordinaire, quoi. C'est là où dans d'autres mondes on s'impose tellement de choses par ambition, par contrôle, etc., pour plein de raisons, hein, parfois bonnes et parfois moins bonnes, mais et où du coup on s'interdit en fait cette joie, alors que le monde est déjà bien assez rude là où elles vivent. C'était déjà la sobriété, la rudesse s'était poussée à l'extrême quand même dans cette vallée, et donc les gens s'en sont pas trop rajoutés. Et donc effectivement la joie, ça aide quand même, hein, à endurer cette sobriété, cette rudesse. Et puis elles avaient là-dessus cette liberté, et personne n'est venu leur dire oula, non, mais ne ris pas, hein, comme on pense au nom de la rose, attention, le rire c'est dangereux, c'est terrible. Personne leur a dit ça. Elles ont un gourou direct, le Dalai Lama, qui leur dit riez, rire c'est important, et qui est un rire extrêmement communicatif. Oui, Donc oui.
Donc voilà, donc elles n'ont pas été polluées par voilà, cette peur du rire parce que ça ferait perdre le contrôle de... Donc, Ouais, moi, souvent, je ris beaucoup quand je fais mes podcasts. J'ai passé un temps fou au montage à couper mes rires parce que c'est très, très souvent. ouais. Et donc, c'est vrai que j'en avais parlé avec Marianne Shaw qui a dit que non, là-bas, le rire, c'est assez Ah oui, omniprésent oui, dans la oui, culture c'est aussi. très omniprésent. Et je me dis, mais c'est vrai qu'en général, quelqu'un qui rit beaucoup est perçu comme quelqu'un de moins intelligent dans notre culture. Moins sérieux. De moins sérieux, oui, voilà. Ou si t'es gentil aussi, c'est pas un compliment chez Non. nous. Tu dis, mais on a tellement à y perdre de ne pas rire. Alors chez elle, être gentil, c'est très honorable. Rire, c'est très très bon pour tout, pour la santé et pour le moral. Ouais, je vais déménager. J'avais déjà dit à Marianne, je vais déménager. Donc ça, il n'y a pas de... Non, mais c'est vrai, c'est dommage. Hein, et ça fait tellement de bien de les voir, effectivement. Et on se disait quand on voyait ton documentaire, mais est-ce qu'elle a coupé pour prendre tous les passages où elle rigole ou est-ce qu'elle se bidonne en permanence, ces femmes qui ont l'air tellement épanouies? Parce que ça rit. Dans les moments durs. Hein. Oui, aussi, pour alléger. Oui, c'est beau à voir. Et c'est vrai que le voyage, j'ai pas eu le temps encore de voir le documentaire avec leur voyage, mais je vais continuer. Même si l'épisode est fait, je vais continuer à regarder. En fait, je montre même pas tout. En fait, si je montrais vraiment toute l'intensité des rires, je veux dire, à l'image, ça pourrait presque porter préjudice, parce qu'on va se dire, oh là, mais c'est... Et elles-mêmes sont conscientes de ça. Hein, rire entre nous, mais j'ai eu des fous rires avec elles, mais c'est inimaginable le nombre de fous rires que j'ai eu avec elles. Mais il faut en montrer un peu, mais si je montrais que ça, on se dirait, enfin, et toute leur hiérarchie religieuse, la première, hein, on se dirait, oula. Et pourtant, oui. Il faut que ça reste dans le quotidien, dans la réalité. Il ne faut pas... Voilà, ouais, mais c'est ça, faut pas les réduire au rire non plus, pardon. Bien sûr. C'est vraiment pas que ça. Alors... Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui était un beau contraste entre cette légèreté où tu expliquais, je t'ai entendu expliquer aussi que, bon, tu leur avais expliqué les défilés de mode à Paris et qu'elle s'amusait à descendre au village en style défilé, en riant de bon cœur. Et d'un autre côté, comme tu disais, c'est cette profondeur de prière qui peut durer des heures et tu sens qu'elles ont beaucoup travaillé sur l'ego, sur la connexion, non, elles sont très très loin spirituellement et en même temps, elles savent garder une âme d'enfant et avoir ce plaisir tout simple et sans arrière-pensée. Elles sont pragmatiques aussi. Elles sont pragmatiques en fait aussi. Elles doivent travailler, elles n'ont pas un monde à leur service en fait. Donc, elles connaissent la réalité de la vie, du quotidien. Et tu parles beaucoup de cette notion du collectif. Tu peux aussi me donner un exemple pour bien comprendre justement cette force du collectif qu'elles ont créé? Alors, des exemples, c'est qu'elles... déjà, elles ne fonctionnent même pas... Au début, je disais, elles ont un fonctionnement très démocratique. En fait, ça va au-delà. Alors c'est à une petite échelle, hein, donc c'est pas... Mais elles ont un fonctionnement anarchique en réalité. Il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Et ce qui est très intéressant ce sont des personnalités différentes. Et elles sont toutes attachantes de manière individuelle. Certaines sont remarquables pour ci, pour ça, enfin, je veux dire, mais elles sont vraiment différentes. Mais il est très clair qu'ensemble, il y a quelque chose de plus. Et c'est ça, cette intelligence collective. Elles ont cette capacité, cette volonté aussi, chaque jour réaffirmée littéralement, de se servir voilà, du groupe de chacune pour faire quelque chose de plus qu'elle, de plus important qu'elle en tant qu'individu, et de plus fort aussi. Et parce que c'est plus fort, c'est ça qui leur permet d'être plus fortes individuellement, chacune dans leur humanité, dans cette incarnation des valeurs, et dans cette capacité à gérer toutes les difficultés de la vie, les arrachements au bonheur, à gérer voilà, des choses qui peuvent si tu ne sais pas les gérer, détruire ta propre humanité, en fait. Hein, ou en tout cas, la mettre très à mal. La colère, pour elle, c'est un poison. Pour moi, c'est d'abord un indicateur, mais si tu ne le gères pas, c'est de l'énergie, il faut être capable de le canaliser. Si tu ne peux pas, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et en fait, je vois bien que chez elles, c'est collectivement, parce que chacune prend une part de la colère de l'une à un moment donné. Et prendre une part, c'est ne pas chercher à tout prix à avoir raison.
parce que c'est pas ça qui est important, toi en tant qu'individu. Mais si, moi j'ai raison, toi t'as tort. C'est là où cette intelligence collective leur permet justement de surmonter ça, de surmonter ce réflexe d'ego, de vouloir, voilà, et en fait d'avancer et de surmonter pas mal de crises. Voilà, mais c'est ce qui les rend aussi plus à même de vivre le bonheur. Parce que de la même manière, hein, dans ces moments difficiles, bah, moi je l'ai vu à la fin du film dans Scar les promesses de l'hiver, moi je suis toute seule à digérer, moi je plonge, alors qu'elles, elles sont ensemble. Et pourtant on a toutes vécu un choc, on a vécu quelque chose voilà, qui est assez... mais pour elles, ensemble, c'est plus facile. Ben, c'est vrai qu'on a des leçons à prendre de ce côté-là. Ici, dans notre société de plus en plus individualiste, on a beaucoup plus à y perdre. Ben, qu'à on y est gagner. trop vulnérable, on est trop faible. C'est, Oui, tout à fait. Ouais. Après, elles bon, c'est vrai ont que... une mémoire collective. Hein. Je veux dire, 12 mémoires, c'est toujours plus puissant qu'une seule. Hein, c'est clair, elles sont riches de la diversité de chacune aussi. Hein. Ouais, source de résilience, ouais, c'est beau, c'est très beau. Quelle est la belle leçon peut-être que tu as apprise auprès d'elle? Un truc qui est dans ton quotidien, tu dis ça vient d'elle et... Bah, qu'en fait, le bonheur, c'est un choix. C'est-à-dire que envers et contre tout, ce sera jamais parfait. Il n'y a pas de la même manière que l'idéalisation, la perfection, c'est pas ça pour moi en tout cas, et si ça l'est pour elle, parce que l'éveil est une perfection pour elle, mais c'est tellement lointain voilà, qu'elles sont quand même pas toutes proches de cette volonté de perfection en permanence, mais parce que ça c'est dangereux d'une certaine manière. Mais de fait, le bonheur, c'est d'abord une conscience, c'est d'abord un choix, c'est-à-dire que peu importe ce qui t'arrive, peu importe si les choses sont dures, etc., c'est le seul choix véritable qu'on ait sur nous-mêmes, en fait. Hein. Je choisis envers et contre tout d'être heureux plutôt que de m'énerver, plutôt que de pleurer, plutôt que d'abandonner, etc. Et je sais que ça va me permettre potentiellement aussi de partager quelque chose d'utile et de bon pour l'autre. Et donc d'être avec l'autre. Et donc de ne pas être tout seul dans quelque chose qui, à un moment donné, peut faire énormément de mal à ma propre humanité. Et quand elle est vraiment très en souffrance, hein, je veux dire, soit tu déprimes, soit tu finis par ne plus... quand tu incarnes pas tes valeurs, hein, c'est le bien commun que tu sers pas à la fin. Hein. Voire que tu détruis, hein, ou tu fais tout pour détruire. Moi, j'ai jamais réussi à comprendre. On m'a emmenée au Struthof quand j'étais toute jeune, parce que je suis alsacienne, et je comprenais pas. J'avais une incompréhension totale. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi des humains pouvaient faire ça, parce que pour moi, tu peux pas ne pas aimer les humains. Enfin, je veux dire, c'est nous, c'est moi, c'est mon genre. Je n'arrivais pas à comprendre. Et si j'ai eu besoin de courir le monde, c'est aussi parce que j'avais besoin de comprendre ça. Je n'arrivais pas à comprendre. Attends, pour une béotienne, c'est un des camps... C'est un camp d'extermination nazi, oui, voilà, qu'il y avait en Alsace, pardon. Donc là, d'accord. j'avais vu, voilà, il y avait des chambres à gaz aussi, etc. Quoi. C'est beaucoup moins connu que c'est sûr, hein, que ceux qui ont... voilà, non, sur Est, que Auschwitz ou d'autres. Mais il y a une deuxième chose que j'ai comprise aussi avec elle. C'est à quel point le pouvoir est un problème. Et à quel point le pouvoir, c'est, je crois, une corruption de l'âme. En revanche, attention à bien dissocier la notion, parce que c'est ça qui n'est pas évident. Avoir des responsabilités, endosser une responsabilité, endosser une autorité, hein, dans un cadre défini. Moi, sur mon chantier, j'ai de l'autorité. Mais quand on est sur un terrain de foot, c'est pas moi qui ai de l'autorité. J'ai une responsabilité, mais quand on est... voilà, dès que le chantier s'arrête, je n'ai plus de responsabilité face aux gens avec lesquels j'ai côtoyé pendant un moment. Donc il y a un cadre défini. Et cette notion de cadre, de limitation, elle est très importante. Parce que la responsabilité et l'autorité, c'est très important. Je disais qu'elles étaient dans un fonctionnement anarchique.
Mais elles ont chacune des responsabilités, voilà, soit par une fonction qu'elles exercent en rotation, soit par naturellement, parce que la plus jeune, elle a plus d'énergie, elle porte beaucoup plus. Il y en a une, elle est plus érudite sur le plan bouddhiste, donc elle a naturellement une certaine forme d'autorité, ou voilà, dans ce cadre-là. Mais aucune n'a jamais versé dans le pouvoir. Aucune n'a jamais laissé le pouvoir, quelque part, la placer, parce que c'est ça, hein, une fois que tu as le pouvoir, tu considères que les autres sont inférieurs à toi. C'est ça, ça ne te place plus du tout dans une échelle de complémentarité. Ouais. Et ça ne les a jamais, elles n'ont jamais été corrompues par cette notion-là. Jamais. Alors que les monastères tibétains, attention, ça n'a pas toujours été aussi honorable. Ils se sont fait la guerre, il y a eu de grandes problématiques de pouvoir, etc. Mais c'est vrai que les nonnes sont loin de ça. Et elles avaient ni l'illimité mentale ou morale, ni l'illimité matérielle. Ça leur donne une très, très grande humilité. Mais pour moi, dans tout ce que j'ai fait avec elles, il y a une différence entre être humble, mais être fort avec toi-même, être fort face au monde, parce qu'il y a une différence entre être soumis et entre être humble et s'adapter. Et moi, je veux que ces femmes que je trouve remarquables puissent s'adapter aux changements et ne pas les subir. Et je veux qu'elles soient très fortes dans leur chemin de vie, dans leur chemin de foi, mais aussi face au monde, mais effectivement pas soumises. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Non, tout à fait. Ouais. Être humble, c'est pas nécessairement se laisser marcher sur les pieds. On est bien d'accord. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut aussi souligner je crois que tu as fait un très beau livre de photos dont les bénéfices vont justement à ce monastère. Donc, ça vaut la peine d'être souligné. C'est quel... Il s'appelle Semeuse de joie. C'est vraiment mon livre hommage à la beauté de ces femmes, où j'ai eu la chance de travailler avec les photograveurs de Vincent Munier, La Panthère des Neiges, et que j'ai pu faire à la faveur du temps que nous avait imposé ou offert la pandémie. C'est selon les points de vue, comme toujours. Oui. Parce que sinon, j'avais jamais eu le temps de faire ce travail photo. Et en fait, j'avais fait un petit album de souvenirs qui pour moi n'est pas du tout travaillé. Enfin, du coup, je ne peux pas vendre ça. Je l'avais imprimé à 100 € l'unité pour nous, en fait. J'avais fait ça sur Internet, mais je le mettais pour quand elles étaient là ou quand je faisais des conférences pour consultation. Mais les gens étaient prêts à l'acheter, j'en revenais pas. Enfin, donc j'avais compris qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était avoir quelque chose d'elles. C'est vraiment d'abord ressentir leur beauté intérieure, extérieure, leur sourire, leur joie au travers de ce livre photo qui est pas comme un film, qui est un objet qu'on peut ouvrir comme ça, de temps en temps, régulièrement, juste le feuilleter, puis là, les sentir nouveau un peu plus près. Et je me suis rendu compte que c'était ça l'effet que ça faisait. Et c'est plutôt beau, ouais. Il est magnifique, donc voilà. Et en plus, c'est pour une bonne cause, donc il ne faut surtout pas s'en priver pour ceux que ça tenterait. Une histoire des grandes exploratrices. Alors ça, c'est le livre qui a fait que je t'ai contacté. Un très très chouette ouvrage. Je me suis délectée, donc il est là pour ceux qui regardent sur YouTube. J'ai adoré la préface, l'introduction que tu en as faite. Et ça va vraiment dans tous les sens, des femmes pirates, à Jane Goodall, à des premières aviatrices, et puis les grandes dames de la mer. C'était un très, très, très beau recueil. Et ça fait du bien de voir toutes ces femmes qu'effectivement l'histoire avait presque oubliées pour certaines. Et j'ai une question de petite fille pour commencer la discussion. Tiens, ça, c'est celle d'Amandine. Bonjour Caroline, combien de femmes exploratrices connais-tu? Bonjour Amandine, qu'est-ce que tu appelles connaître? Tu veux dire connaître personnellement ou connaître parce que j'ai lu leurs récits ou parce que je ne sais pas bien. Ah bah écoute, on peut répondre aux deux, hein. Oui. Connaître, maintenant j'en connais quand même un certain nombre parce que j'ai fait des recherches, etc. Il y en a plein que je connaissais pas, il y en a quand même certaines que je connaissais pas. Connaître personnellement, j'en connais quelques-unes, il faut qu'elles soient vivantes déjà, mais j'en connais quelques-unes quand même, des femmes que j'ai mis dans ce livre ou même que je cite dans l'introduction, j'en connais certaines, ouais. Ce qui est une grande joie et une grande chance. Ouais.
Et dans le livre, il y en a combien comme ça qui sont présentés? Il y en a une cinquantaine, je crois. Une cinquantaine, Ouais, oui. ouais. Ça, on le vient. Ouais, Oui. c'était un peu la seule condition parce que j'ai été très libre du choix. Et ce Mhm. livre, on me l'a proposé. Donc c'est pas, c'est pas, on me l'a proposé un jour comme ça. C'est arrivé dans ma boîte mail. Je me suis demandé si j'arriverais à faire cet exercice un peu contraint d'écriture. Voilà, moi qui avais écrit de manière assez libre jusque-là. Et en fait, j'ai adoré faire ce livre. Et quand tu disais ça fait du bien, faire ce livre m'a fait un bien fou. Je me suis retrouvée dans toutes ces femmes. J'ai forcément trouvé à minima quelque chose dans ce qu'elles sont, cette capacité de courage, dans cette capacité à repousser la peur, etc., dans cette curiosité, cette volonté, cette endurance. Et j'ai un peu refait la lecture de ma vie, en fait, en parallèle ou En écho, en jeu en d'écho. écho, Mhm. voilà, comme si elle me prenait par la main un petit peu, en travaillant, en plongeant dans leur vie. Euh, et moi qui ai passé une période un petit peu difficile, et je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui avaient passé des périodes difficiles dans leur vie, en fait, en réalité, tellement elles ont dû repousser les frontières, et toutes les frontières, pas juste les frontières physiques, les frontières des Se battre tout interdits le temps, aussi, et que ça ça, c'est influe. jamais sans conséquence. Mm. J'ai retrouvé, en fait, grâce à elle aussi, vraiment à la fois l'enthousiasme, à la fois la force et le courage que j'avais à 20 ans qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait. Parce qu'on ne fait pas ça si on n'a pas ça intrinsèquement en soi à un degré quand même assez poussé. Et puis, quand j'ai écrit, on m'a demandé de faire une longue intro, où je parle, du coup, je fais mon portrait d'une certaine manière. Et mon choix, mon regard et mon choix, où j'explique un petit peu mes choix dans ce livre, je commence par parler du syndrome de l'imposteur. Et en fait, de l'avoir écrit, c'était terminé. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est ça qui était fou. C'est de l'avoir écrit, de l'avoir écrit et de l'avoir lâché dans quelque chose, en plus, qui n'est pas rien. Je parle de femmes extrêmement remarquables. J'aurais pu ne pas le dire en me disant, oh là, non, mais c'était fini, quoi. C'était fini. Et j'ai retrouvé une force incroyable derrière, Bah ça y est, il faut refaire l'intro, elle est plus vraie. derrière ce livre, quoi. Mais non, parce que je l'ai ressenti longtemps, ce syndrome de l'imposteur. Parce que, mais comme certaines, on le ressentit forcément. Je parlais de la détestation de son propre genre. Il y a certaines femmes qui, toutes n'étaient pas féministes et forcément heureuses d'être femmes parce qu'on leur empêche trop, en fait, d'exprimer euh, tout le potentiel qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Et en fait, c'est ça, ces femmes, à la base, je veux dire, elles ont un potentiel hors norme, parce qu'elles ont un intellect. Gertrude Bell, elle fait des études brillantes, elle surpasse Laurence d'Arabie. Je veux dire, pour en être là, il fallait qu'elle soit déjà largement meilleure au départ, parce que justement, sinon on ne leur permettait pas. Donc, ces femmes sont soit brillantes pour certaines, soit elles ont une endurance, une force physique remarquable, elles ont une endurance morale extraordinaire, elles ont une curiosité, elles ont forcément toute l'envie, tout le potentiel, à la fois dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Mais voilà, il y a un monde dehors qui leur dit « Ah non, ça c'est pas pour toi. Ah non, ça c'est pas pour toi. » Mais elles ont très bien compris que ça c'était extrêmement riche, extrêmement... Comme Tachiangmo, une de mes nonnes, une des plus érudites, une des plus âgées, celle qui à la fin du film Dans ce cas les promesses dit l'hiver, mais ça sert à quoi d'avoir plus? Ça sert à quoi d'avoir plus? Elle qui a un regard extraordinaire, rempli de compassion, mais elle déteste son propre genre. Pourquoi? Parce que cette femme, à 20 ans, elle avait tout compris. L'éveil, c'est la chose la plus belle au monde, et elle avait et l'intellect, et l'envie, et le courage, et la notion d'effort, ça lui faisait pas peur, elle avait conscience de tous les efforts, mais elle était prête à les faire pour aller dans cette voie. Et puis là, il y a tout un monde et tout un système qui dit « Ah non, toi, tu restes là ». Mais on n'imagine pas ce que ça génère en fait, de frustration,
Certaines vont transformer ça en humour, voilà, mais il y en a certaines qui finissent par finalement, au fond d'elles-mêmes, vraiment ne pas aimer leur propre genre, quoi. Oui, ouais, je me souviens des discussions que j'avais eues Et en c'est... Thaïlande avec un Ouais. moine qui parlait justement voilà, de tout ce que, voilà, la vie du moine, etc. Je dis les moniales. Ah Mm. oui, oui, il peut y en avoir. Nous, pas dans tous les mouvements du bouddhisme, mais chez nous, il peut y en avoir. Je dis, ah, donc, elles peuvent aussi atteindre l'éveil, etc. Et là, c'est... Ah. Puis un autre, c'était carrément ah non, non, il y a pas de moniale. Je dis oui, mais comment les femmes font? Alors elles peuvent atteindre l'éveil aussi? Ah oui, oui, tout à fait, mais elles font comment? Puisque vous devez suivre 3 milliards de règles et plein de rituels, de prières, etc. Soit elles sont très supérieures parce qu'elles y arrivent, hop, comme ça, toutes seules dans leur coin, oui. Et puis en fait, oui, effectivement, on se rend bien compte en discutant un petit peu que, oui, effectivement, l'éveil, c'est très probablement pas pour les femmes, sauf si elles se réincarnent en homme dans l'incarnation prochaine. Voilà. Mais on voit bien que les exploratrices, en tout cas celles qu'on connaît, qui ont pu se permettre de laisser un héritage, parce qu'il faut laisser un héritage pour que le reste du monde, c'est pas forcément nécessaire, mais pour que le reste du monde sache que vous existez, ce que vous avez fait, sans héritage, c'est-à-dire un livre, l'outil, hein, photographie, film ou livre, mais sans outil, ben on peut pas, voilà, le reste du monde ne peut pas, et certaines ont sans doute fait des choses extraordinaires sans rien dire, parce que justement, c'était peut-être plus simple comme ça, et on n'en saura jamais rien. Mais toutes celles qu'on connaît, effectivement, les victoriennes, je veux dire, elles viennent toutes de familles très très riches en réalité. Oui. Hein. C'était pas du tout fait, enfin, c'était pas pour tout le monde. Hein. Déjà pour les hommes, en règle générale, c'était rarement du monde pauvre aussi, hein, mais pour les femmes encore moins. La femme n'a cessé d'être critiquée tout au long de l'histoire pour sa tenue. Trop masculin, trop féminin, trop court, trop couvrant, l'homme peut explorer nu, en jupe ou en costume. Personne n'en fait toute une histoire. Quelle peur ou quel fantasme nos existences nourrissent-elles si violemment parfois? Plus que jamais, il est essentiel d'insuffler l'esprit d'exploration. Sortir des rangs pour questionner nos vies, continuer de les inventer, de les enchanter. À ceux qui choisissent de partir, incombe la responsabilité de raconter la beauté, la diversité et la complexité du monde. Plus jeune, j'aurais aimé connaître ces femmes lorsque j'avais besoin de conseils et d'encouragement pour oser le pas de côté, puis en assumer les conséquences. Puissent-elles continuer d'inspirer les pionnières de demain à dessiner leur chemin la tête haute, le sourire large et le cap sur l'horizon. Les femmes, ça fait longtemps qu'elles... Et ça n'a pas encore énormément changé. Hein. Je crois que sur les grandes courses, il y a Isabelle Autissier qui est dans ton livre, qui disait qu'effectivement, elle a très très vite compris que si elle voulait faire des grandes courses au large, il fallait que ce soit en solitaire, parce que se mettre dans une équipe avec des hommes, c'était quasi exclu. Et encore récemment, j'ai interviewé une Marie-Kell qui disait que c'était exactement la même chose, que ça a été dur, oui, en équipe, pas toujours très bien accepté. Bon, elle a une forte tête, donc elle a un peu imposé sa féminité et tout ce que ça implique, mais je faisais rembarrer aussi, donc c'est encore pas gagné. Hein. Donc c'est ça que ces livres, ça fait du bien, toutes ces fortes têtes qui tiennent tête à une société, mais effectivement, parfois il y en a qui ont terminé très petitement dans un grand essoufflement d'avoir dû se battre toute leur vie. Et justement, mais je trouvais que ça amenait fort la deuxième question de ma petite fille, qui m'a vraiment surprise. Je ne m'attendais pas, je me dis, mais d'où ça vient ça? Mais elle voulait absolument poser une deuxième question. Est-ce qu'un jour, tu as déjà voulu abandonner, mais tu as quand même continué? Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'est mise comme ça, tout coup, à vouloir te poser des questions de résilience, mais c'était tellement juste. Je me dis, elle a vraiment bien compris l'épisode qu'on a préparé, là, avec toutes ces femmes qui y ont été et tout. Je me dis, oula, question importante. Alors, c'est assez marrant parce que, en fait, les moments où je ne suis pas bien, où je n'ai pas été bien, où vraiment j'avais un sentiment d'échec dans ma vie, et donc là, c'est la notion d'abandon, envie d'abandonner, etc., parce que c'est ça. C'est pas du tout dans les moments où je suis en mode aventure, exploration, etc. Dans ces moments-là, il y a quelque chose lié au mouvement, quelque chose lié à l'action. Alors pendant mon voyage de 2 ans, jamais la question ne s'est pas posée 2 secondes, quoi. Absolument jamais.
mais parce que quelque part, il y a voilà, un but, un cap, il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, c'est beaucoup plus facile en fait d'avancer, de continuer à travers la tempête même. Voilà, quand on a ça. Alors que quand on est sans projet, dans des moments où on n'a pas un projet justement, des moments entre deux eaux, des moments voilà, où on est un peu là comme ça, bah, c'est beaucoup plus facile là de plonger un petit peu et d'être... Mais dans l'épreuve, je pense à par exemple Claire Honorstein, cette Allemande qui fait la première, le tour du monde en automobile. Mais les hommes, ils abandonnent à côté d'elle. Ils abandonnent. Mais elle, je pense qu'elle ne peut pas. En fait, ça caractérise quand même pas mal les explorateurs, les aventuriers. C'est que la notion d'abandon, tu la repousses aussi loin que la peur, quoi. Mais parce que c'est viscéralement, intrinsèquement ce que tu veux vivre. Et que tu n'abandonnes pas ce que tu veux vivre comme ça. C'est beaucoup plus facile d'abandonner quand tu es au service d'eux, etc. Et puis là, tu dis, oh, il y en a marre, quoi. Mais quand c'est intrinsèquement, tu sais que tu vis ce que tu veux vivre. Je pense que la notion d'abandon, elle n'est pas du tout la même, quoi. Et donc, toi, les notions de cette volonté d'abandon, elle est plutôt arrivée entre deux projets ou quand un projet à construire était trop lourd ou... Non, C'est entre deux projets. Quand je sais vraiment pourquoi je fais un projet, je ne vais pas lâcher si facilement quand même. Mais il faut que je sache pourquoi je le fais. Voilà. En fait, c'est ça qui est très important. C'est qu'il faut savoir pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, en tout cas moi, là, j'abandonne très facilement. Ça devient le pourquoi Je sais pas pose tout ça, pourquoi quoi. je fais, mais genre là, ouais. Mais si je sais vraiment pourquoi je veux faire quelque chose, je sais quel sens ça a dans ma vie ou dans celle d'autres, notamment avec les nonnes. Là, je déplace des montagnes, vraiment, c'est assez fou, quoi. Ouais, super. Je crois que ça va être une belle réponse. On va prendre un peu de recul pour des questions un peu plus générales que j'aime bien poser aux personnes. Quel est l'échec qui t'a le plus appris? L'échec formateur. Alors, ce que je pourrais considérer comme un échec très formateur, c'est un voyage tout récent que nous avons fait en Antarctique. Voilà, avec des personnalités un petit peu connues dans le monde de l'aventure ou de la photographie. Ou, voilà, nous étions un groupe assez hétéroclite. C'était intéressant parce qu'on n'avait pas forcément de points communs apparents. Et il y a toute une histoire autour d'un film que celui qui construit cette expédition rêve de faire. Moi, je l'ai ressenti dès le départ et je sais que d'autres membres de l'expédition le savaient aussi au départ. Mais comme ce chef d'expédition n'a pas su jouer son rôle de chef, c'est ça qui est très intéressant, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'approfondir cette notion d'intelligence collective, où on était là, non pas comme les nonnes, des gens, des personnes avec un but commun, avec une sensibilité commune, donc ça va matcher sans avoir à faire d'efforts. Là, c'était intéressant parce qu'on n'était pas forcément avec des ambitions communes, avec voilà. Et en fait, c'est très important d'avoir un but commun. Ou alors, on est chacun en touriste, on est chacun voilà. Et en fait, ça a été très difficile parce qu'on s'est retrouvés, les choses ont explosé dès le départ en arrivant sur le bateau, parce que le chef d'expédition n'avait pas joué son rôle de chef, n'avait pas imposé les règles, le but commun, voilà. Et là, j'ai compris à quel point une intelligence collective, oui, mais il faut un leadership ou un but commun. Mais tu ne peux pas dire à chacun, non, non, mais tu fais ce que tu veux, comme tu veux, etc. Et puis en fait, en réalité, c'était pas ce que tu voulais. En réalité, tu voulais quelque chose. Et le film a été un élément de clivage très fort. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où certains membres de l'équipage n'ont absolument pas lâché, moi j'ai eu à lâcher prise parce que moi on m'avait fait peser sur mes épaules voilà la volonté de ce film, faire ce film. Et là j'ai vraiment dû faire quelque chose qui a été assez violent pour moi dans un cadre confiné, un bateau 2 mois en Antarctique. Enfin, mais Ouais, je ça me a souviens été de cette expérience. ça a été Je très l'ai suivi de très enrichissant, loin, mais... très très enrichissant, mais pas du tout comme je l'imaginais. Et ça a été à la fois violent. Mais justement, c'est une forme d'échec derrière laquelle, parce que tu bouges, et je pense que j'ai plus appris que, par exemple, ceux qui ne sont pas sortis de leur cadre et de ce qu'ils attendaient de ce voyage, quoi. Lâcher les attentes. Ouais. Ouais. Un exercice pratique, imprévu. Et le succès dont tu es le plus fier? Oh là
Ce qui est vraiment une richesse inouïe dans ma vie, c'est cette histoire avec les semeuses de joie. C'est une histoire de vie longue, d'immersion, d'engagement. C'est quelque chose où où ça a dépassé tout ce que je pouvais, tout mon entendement aussi. Et où je contrôle pas tout parce que justement, on est tellement intimement liés aujourd'hui on trébuche ensemble, on se relève ensemble, on avance ensemble, on affronte ensemble, on réfléchit ensemble, on se questionne. Et, euh, et en même temps, on s'est énormément apporté mutuellement. Et au-delà de s'apporter mutuellement, en les partageant au monde, voilà, je mesure qu'en fait, l'impact a été énorme et nous a dépassés. Mais c'est là où ça a été quand même quelque chose d'une densité, une intensité à vivre assez exceptionnelle. Ouais, c'est une merveilleuse histoire qui n'est pas finie. C'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie et vivre ses rêves? Il faut faire confiance à la vie déjà, faire confiance à son humanité et puis entourer des bonnes personnes. Tout ce qui te fait du mal ou qui te veut du mal, faut essayer de maintenir voilà, avec une certaine distance. Parfois, c'est juste parce que c'est pas le moment, t'es pas capable de faire le lien ou de trucs. Hein. Parfois, c'est une question de timing, parfois, mais on a une capacité d'endurance, de résilience, mais il faut pas se surestimer quand même. Hein. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être inspiré, on a besoin de tout ça. Hein. Et là, il n'y a pas d'exception à ça, hein, je crois. Oui, c'est le secret pour aller loin, c'est d'être bien entouré. On dit seul loin vite, hein, mais... mais il y a une chose, et là je dois dire que je remercie Jérémy Villet sur notre bateau en Antarctique, une chose essentielle que j'avais un petit peu perdue dans les moments difficiles justement, et c'est normal, c'est la capacité d'émerveillement. En fait. C'est essentiel, il faut pouvoir... Mes amis, je veux dire, se sont émerveillés de tout quand je les ai emmenés découvrir... et l'Inde et la France. Et je me suis nourrie de leur émerveillement. C'était extraordinaire. Mais l'émerveillement est essentiel. En fait. Ouais, c'est une notion qui revient souvent dans les personnes de l'interview et j'adore. Je trouve ça aussi que c'est complètement fondamental. Ouais. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ou une histoire qui te motive? Moi, des citations dans ton livre, j'en ai trouvé plein. Alors oui. Que j'ai entouré, souligné. Ouais. Alors, si tu me les demandes s'il faut les réciter par cœur, j'en suis incapable. Donc... Non, mais j'espère bien. Mais il y en a une en particulier. On m'avait offert une carte. Je me souviens de mes collègues, en fait, quand j'étais partie pour travailler avec le CICR, justement, d'ailleurs. C'était une citation de Colette qui disait « Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme. » Et je trouve que c'est jamais aussi important. Ça n'a jamais été aussi important. Alors, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Peut-être, je sais pas si tu voulais parler de l'association, de toute cette notion de... Oui, très bonne idée. Ouais. Mais parle-nous avec grand plaisir de cette association qui te tient à cœur. Mais en fait, l'association, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai commencé tout de suite en arrivant là-bas, en fait. Dans la chronologie de notre histoire de vie... je fais un voyage, je les rencontre, je fais une promesse, je reviens vous voir dans les 2 ans qui suivent, parce que vraiment j'ai conscience que si je dis je reviendrai vous voir, ça n'arrivera jamais, parce que le temps il reprend bien plus vite encore que la forêt vierge, c'est droit. Et vraiment ma promesse était très précise, quoi, et je l'ai tenue. Et puis voilà, des années après j'en fais une deuxième, les emmener en Inde, et puis il y a ce film, et puis en fait, il y a une école qui ouvre, une école primaire qui ouvre et qui est vraiment un enjeu de survie de la nonnerie. Et là, je me suis retrouvée donc à faire une association pour partager un peu les bénéfices, les retombées possibles grâce au film qui est un outil de partage, de communication extrêmement efficace. Mais on se retrouvait vraiment à porter le film alors qu'on avait la construction de l'école, parce que ça, c'était pris en charge par personne, ni par ceux qui gèrent l'école ou les salaires des profs. Et là, je suis rentrée dans une phase qu'on peut appeler le développement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans je fais une promesse aux nonnes, je vous emmène découvrir l'Inde, c'est l'envie de vous faire un cadeau, c'est moi qui assume financièrement ce voyage et je ne demande rien à personne parce que je sais que c'est jamais gratuit. Mais dans le développement, on est dans une toute autre phase. Parce que l'enjeu, c'est pas l'argent, je peux ramener des millions à la nonnerie, s'il n'y a pas d'évolution de mentalité locale, ça ne servira à rien.
ça peut très facilement être du gâchis. Dans un monde où il y a de la corruption endémique, où n'importe quel projet du gouvernement, 50%, je veux dire, était jusque-là utilisé, non pas dans le projet, je veux dire, c'est une vraie problématique. Et l'enjeu, c'est bel et bien l'évolution des mentalités locales. L'argent doit être un outil, hein, c'est un outil très utile, hein, un outil qui permet de faire beaucoup de choses, qui est parfois nécessaire hein, dans un monde voilà, qui marchandise tout, mais ce n'est pas une finalité en soi. La finalité, si on veut parler de survie de la nonnerie hein, et de pérennité de la nonnerie dans le temps, bah c'est quoi? Cette nonnerie, c'est un héritage ancestral, culturel, de sagesse, voilà, de culture tibétaine, mais c'est pas le mien, c'est d'abord le leur, c'est d'abord celui des villageois. La nonnerie appartient au village, appartient aux villageois. C'est eux qui ont besoin de nonnes, de rituels, etc., de toutes ces pratiques-là, dans leur quotidien, dans leur pratique de la foi, de la religion, etc. Donc, c'est eux qui, les premiers, doivent accorder la juste valeur à l'instant T à leur nonnerie. Et cette valeur évolue au fur et à mesure du temps. Ils ne doivent pas rester dans une évidence qui l'était parce que personne ne se posait la question, mais voilà, les nonneries n'avaient rien, absolument rien comme ressources comparées aux monastères qui sont déjà de base riches de terre, par exemple, dans un monde où la terre était l'essentiel, hein, et ça choquait jamais personne. La réincarnation masculine super la réincarnation féminine, ok, mais ça place une échelle. Donc, s'ils ne veulent pas que la nonnerie meure, bah c'est à eux de se dire quelle est la valeur, quelle est la vraie valeur de cette nonnerie pour qu'elle continue à semer ce qu'elle est capable de faire, quoi. Et c'est à eux de se rendre compte de ça. Et donc, l'argent, tout ce qu'on construit, voilà, doit s'inscrire dans une dynamique collective. Il faut qu'il y ait voilà, une intelligence collective qui s'élève hein, au-dessus des avis plus ou moins voilà, convaincus ou pas, etc., des individus, quoi. Et c'est ça l'enjeu. Et donc là, l'association, c'est vraiment ça. C'est pas pour moi de faire de cette nonnerie un truc super riche à l'avenir, c'est vraiment tout simplement ancrer la nonnerie dans son temps et leur permettre de s'adapter plutôt que de subir, justement, face à un monde qui, dans sa rapidité de changement, est aussi de plus en plus brutal, quoi, de par cette vitesse qui s'accélère, justement, des changements. C'était chouette aussi de voir que le voyage, j'avais dit, leur avait permis sans doute d'être un peu plus au fait de ce qui se vivait en dehors de leur village, que certaines n'avaient jamais quitté. Et donc, justement, comme il y a cette route maintenant qui arrive au village, qui va justement amener un flux beaucoup plus important de visiteurs, qui viennent sans doute aussi de plus loin, qu'elles puissent ne pas être complètement perdues, mais qu'elles aient justement ces différents ailleurs en tête et qui va leur permettre sans doute d'appréhender quand cet ailleurs vient jusqu'à chez elles. Oui, alors il y avait déjà une piste, mais disons que là, il y en a 2 nouvelles, il y a Internet, enfin là, ça vraiment, ça C'est se... exponentiel. Et au-delà de un cadre que l'on prédéfinit pour toi, en tant que femme, en tant que nonne, en tant que peu importe, hein, par rapport à ta religion, au système qui te domine, ou qui te gouverne, par rapport à ta culture, etc., c'est aussi un cadre dans lequel il y a une certaine notion de peur, quoi. C'est sur la peur qu'on manipule hein, les autres. Et c'est ça qui est très intéressant avec les exploratrices, les explorateurs aussi, mais les exploratrices en l'occurrence, puisqu'on parle de femmes, qui ont à bouger les lignes un peu plus parce qu'elles sont en bas d'une certaine échelle en tout cas. C'est ce curseur de la peur. Et moi j'ai vu mes amis mais repousser la peur naturellement au travers de tout ce qu'on a vécu, en fait très très loin. Et c'est ça qui les rend plus fortes. Parce que si tu as peur, tu te soumets, je veux dire, rien que par exemple le fleuve gelé, on fait le fleuve gelé dans ce premier voyage en Inde. La plupart ne l'avaient jamais fait. Mais l'hiver d'après, je reviens, parce que je dois encore filmer, je repasse encore tout un hiver à la nonnerie. Je n'ai rien demandé. Après le voyage qu'on a fait, d'elles-mêmes, il y en a certaines qui ont dit, puis elles ont décidé ensemble, tout ensemble, mais du coup, certaines ont dit, ok, nous on y va. Ah ben on va chercher Caroline. Ah ben on va refaire le fleuve gelé. Ah ben non, mais on va avec les hommes du village quand ils y vont, là, on les suit. Comme ça, on l'aide à porter, comme ça, elle a besoin de payer un porteur, etc. C'était extraordinaire. Alors que les femmes ne faisaient pas, ou quasiment pas, le fleuve gelé, les nonnes encore moins, enfin, je dirais, à cette époque, quoi, et avant ça. Et là, c'était fabuleux parce qu'il y a une moitié du village qui dit
Ah non, quand même, non, le fleuve gelé, non, non, mais c'est quand même dangereux. Non, mais les hommes vont s'en occuper, puis elles sont pas dupes. Alors, elles savent très bien qu'ils ont autre chose à faire, et en l'occurrence, aller chercher des groupes et de l'argent. Hein. Et une autre partie du villageois qui a dit non, mais après tout ce qu'elle a fait pour vous, ouais, quand même, non, mais allez-y, allez-y, quoi. Mais peu importe, il y a un débat, et elles l'emportent, parce que finalement, en le faisant, le débat est clos, et elles ont gagné. Et demain, on ne dira plus jamais non, vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est ça qui change, quoi. Sans avoir fait de combat. C'est extraordinaire. On a vraiment envie de les connaître, tes petits bouts de femmes, là. Elles sont très inspirantes, oui. Quelle est ton actualité du moment ou tes projets futurs? Alors actuellement, je suis de nouveau, j'aime bien parce qu'on me dit souvent « Ah, mais tu travailles encore dans ton domaine d'ingénierie ?» Eh bien oui, en fait, je n'ai jamais eu envie de faire de choix. Je sais juste que je ne peux pas tout faire en même temps. Enfin, pour moi, dans ma vie, en tout cas, je mesure combien c'est une richesse de pouvoir faire des chantiers, d'être dans un monde qui n'a rien à voir avec ma vie aux Anscars. Donc c'est vraiment intéressant voilà, de la même manière que je peux me retrouver à la table entourée de gens corrompus, alors que je peux passer un moment voilà, avec des femmes qui sont qui sont incorruptibles et dans leur cœur et dans leur, et dans leur porte-monnaie, qui sont généreuses, mais c'est ça qui me donne la force d'amener quelque chose justement que ces gens-là ne sont pas capables. Et la différence, elle se fait là aussi. Hein. C'est ça les combats, c'est ne rien lâcher. Rien lâcher, tout à fait. Voilà, donc ton actualité projet futur, donc c'est ce chantier Gabon, du professionnel. Oui, Gabon, voilà. Et sinon, il y a d'autres documentaires en vue, des envies de ce côté-là? Pas tout de suite, mais il y aura une suite à Éclat de cristal. Là, la matière et les personnages, tout est là, donc ça. Ah, formidable, quelle bonne nouvelle. Et donc, pour te suivre, si on veut te retrouver, je pense que tu as un site qui est assez complet, un site internet. Je ne sais pas si tu es très réseaux sociaux. J'ai quand même un gros doute. J'ai une page Facebook et j'ai un compte Instagram, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément totalement de cette génération absolue et je n'y suis pas tous les jours. Oui, c'est ça, il n'y aura pas la story du jour, donc... En tout cas, en ce moment, pas, parce que je suis hors réseau et je n'ai même pas accès aux réseaux sociaux sur mon chantier, et je suis hors réseau là où je réside, en forêt, donc là, il ne faut pas m'en vouloir si je ne suis pas proactive ces temps-ci. D'accord, on peut s'abonner, il y a quelque chose qui finira par mais arriver. C'est quand même là qu'on peut suivre, quand il y a une actualité, quand il y a quelque chose... Je le partage. Un grand merci pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Un grand merci beaucoup pour l'ouvrage qui me donne envie de découvrir les autres. Mais vraiment, hein, je vais continuer à creuser ça avec mes petites filles pour les documentaires et moi toute seule dans mon bon fauteuil pour les autres livres. Mais ce sera avec grand, grand plaisir que je continuerai à te lire parce que je me suis vraiment régalée. Merci beaucoup. Merci à toi. Que vous souhaitez d'autre à la fin de cet épisode que de travailler à et de choisir chaque jour le bonheur, d'avoir confiance en la vie, de vous mettre en mouvement car c'est confirmé, la route est belle et aucun obstacle n'est insurmontable. Je vous conseille ô combien chaleureusement le livre de Caroline, Une histoire des grandes exploratrices. Je ne pensais pas que je l'aimerais autant, mais de l'introduction, riche en réflexions que je n'ai pas arrêté de souligner, ouais, j'écris dans les livres, je sais. Au récit de vie de ces femmes extraordinaires, j'ai kiffé. Et comme le disait Caroline, en tant que femme, cela fait un bien fou de lire enfin des noms féminins sur des aventures qui n'ont rien, mais alors là, rien à envier à celles de leurs homologues masculins. Une belle idée de cadeau à ton ami génial qui souffre du syndrome de l'imposteur peut-être, ou à toi-même, que tu sois homme ou femme d'ailleurs. Dans les notes de l'épisode, je te mets toutes les infos sur l'invité et sur la page de l'épisode sur mon site web, il y a en bonus des photos, extraits et liens vers ses livres et ses films pour ceux qui veulent aller plus loin. Et ils auront bien raison. Dans le prochain épisode, nous irons de l'Argentine à la Cordillère des Andes à vélo avec Antoine de Hallois, un apprenti aventurier qui va te montrer une fois de plus que l'aventure, il suffit de se lancer et la route s'ouvrira devant toi. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple, mais qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation, donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci à AS Adventure pour son indéfectible soutien à Storylific et à toi pour ton écoute. À bientôt! Faire ce livre m'a fait un bien fou.
À tes souhaits. Ça fait du bien aussi. Mais Valentine, je suis encore en train d'enregistrer mon cœur. Bonjour Valentine. Merci pour tes questions. Et en fait, tu ne pars pas comme ça dans une expédition si tu ne dessines pas ou si tu ne... Pardon. C'est l'heure, tout le monde qui arrive. Dis-moi, Amandine, qu'est-ce que tu penses, toi, de quelqu'un qui met comme ça en avant les femmes, les exploratrices, les aventurières, dont on n'a pas beaucoup parlé dans les livres avant? Je trouve que c'est une bonne idée parce que les exploratrices, les femmes, on ne les met pas beaucoup en avant. Du coup, c'est bien d'en parler un peu. Et Et toi, ça te fait plaisir de savoir qu'il y a des femmes qui ont déjà fait toutes ces choses et qui sont aussi fortes que des hommes, quoi, finalement? oui, c'est très chouette. Toi, est-ce que tu penses que les filles, elles sont aussi bien que les garçons? Oui, Et dans ta vie de femme, après, tu crois que ça va continuer comme ça? Est-ce que c'est égal, les filles et les garçons? Ou tu remarques que parfois, les femmes, elles peuvent pas faire tout ce que les hommes peuvent faire? dans certains pays, des femmes ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Et c'est que les hommes qui font ce qu'ils veulent. Les femmes, elles peuvent pas partir de chez elles sans un homme. Ou voilà, s'acheter des choses toutes seules. Du coup, c'est vraiment pas juste parce que les femmes ont le droit d'être privilégiées autant que les hommes.